sanctionnés. Et à ce moment-là, les Tutsis auraient dit, bon, ils ont été sanctionnés, nous avons les réparations, etc. Mais on a fait les choses un peu à la va-vite, et je comprends. Mais voilà ce que ça a donné. Donc vous voyez très bien ce qui se passe. Quand on organise l'impunité, on ne prépare pas le crime contre l'humanité, on prépare les crimes contre l'humanité du lendemain, ou les problèmes du lendemain, et ça coûte encore plus cher. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux réparer, parce que ne pas réparer, c'est encore plus compliqué. Bien. Dernière question, parce qu'elle est Une dernière question. Allez-y, monsieur. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de place sur le chapitre de l'esclavagisme et du colonialisme dans les manuels scolaires? La chose s'est améliorée depuis la loi Taubira concernant la première époque coloniale. Donc on parle de l'esclavage, c'est précaire, car tous les 2-3 ans, il y a un ministre qui essaie de réduire la place de l'esclavage dans les manuels, donc c'est pas du tout quelque chose de garanti. Il y a eu une amélioration précaire. En revanche, il y a encore beaucoup de bêtises qui se disent. Par exemple, les 12 à 17 millions, vous trouverez ça, on ne vaut pas des gens qui sont morts en Afrique, etc. Donc il y a beaucoup d'erreurs grossières, mais par rapport au néant de l'époque précédente, c'est une amélioration. Essayons de voir le verre à moitié rempli. En revanche, sur la deuxième époque coloniale, c'est-à-dire celle qui commence à la fin du 19e siècle, la question est très peu traitée. Elle est traitée à la fin du programme de 4e, donc en fait aucun prof ne l'enseigne parce qu'on n'arrive jamais au bout. Et en plus, elle est traitée d'une manière ridicule. En fait. Donc là, il faut faire le même travail, j'ai envie de dire, que ce qui a été fait avec la loi Taubira. Oui, pour les générations futures, parce que c'est vrai que pour les enfants maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Parce que nous, on a peut-être un peu passé à côté, même si on l'apprend maintenant en cours de route, donc il est un peu tard. Pour eux, c'est maintenant qu'il faut justement... Ah ben, vous savez, la question d'éducation, hein, on le disait tout à l'heure avec Liliana, c'est 20 ans. Former une génération, c'est 20 ans. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, voilà. Cela dit, vous savez, les programmes scolaires en France, c'est plus sacré que la Bible, le Coran et le Talmud réunis. Donc nous n'avons jamais réussi à les changer vraiment. En revanche, nous avons au CRAN pensé que les profs enseignent non pas avec le programme, mais avec les manuels, qui sont même basés, bien sûr, sur le programme. Donc il y a 6 ou 7 ans, je suis allé voir le syndicat de l'édition. Et j'ai dit aux éditrices, parce que c'est principalement des femmes, vos manuels sont formidables. Mais pour être encore plus formidables, si vous songiez à intégrer des éléments de diversité sur la question du racisme, du sexisme, de l'homophobie, etc. Et pour le sujet qui nous occupe, effectivement, j'ai dit à des auteurs de manuels scolaires un exemple concret. Il y a un auteur, le manuel de 3e. Je lui ai dit, votre manuel, si je devais le noter, parce que du coup on a mis en place une coopération, un groupe de travail avec des chercheurs d'un côté et les éditeurs de l'autre. Donc chaque semaine ils nous envoyaient les manuels, on faisait une lecture critique et on proposait des améliorations. Alors un manuel que je ne vais pas citer, mais ils sont tous pareils de toute façon, en 3e, j'ai dit à l'éditeur, vous savez votre manuel, allez, je donnerai maximum 4 sur 10. Il me dit, mais enfin, comment osez-vous? Vous n'avez pas traité l'essentiel, la moitié du sujet au moins fait défaut. Il me dit, mais non, on ne peut pas tout dire, il n'y a que 300 pages. Mais enfin, on a traité le programme, 19e, 20e siècle, la France, etc. Je dis, mais non, mais regardez le programme, c'est la France, 19e, 20e siècle. En 1900, la France compte 100 millions d'habitants. 40 dans l'Hexagone, 60 dans les colonies. Les gens des colonies, vous n'en parlez pas. Vous avez seulement parlé de la minorité européenne. Je n'ai rien contre les minorités. Mais je constate que vous n'avez parlé que d'une minorité. Donc il faut parler de la majorité dans les colonies. Et les colonies, ben, c'est la Guyane, Madagascar, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, l'Indochine, etc. Et il me dit, ah ben mince alors, oui, voilà, il cherche le truc. Il dit, mais les programmes ne disent pas la France et ses colonies. Je dis, c'est vrai, mais ils ne disent pas la France sans les colonies. La France, c'est la France. Moi, je suis légaliste. Pour moi, la France, c'est de Dunkerque jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Donc je veux toute la France, rien que la France entière. Alors évidemment, il me dit, ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Et donc il me dit, ben on va devoir revoir notre copie, on ne va pas brûler le livre. Mais comme on les refait tous les 3-4 ans, la prochaine fois, on va devoir intégrer des éléments, un chapitre d'histoire coloniale, parce que ça fait partie de l'histoire de France. Après, on peut être d'un avis ou d'un autre, mais on ne peut pas ne pas en parler du tout. Et donc, en effet, ces éditeurs ont réactualisé, si j'ose dire, leur manuel, avec des éléments comme ça que nous leur avons donnés. Alors ça, c'est l'histoire. Je prends un exemple en géographie. En 4e, en géographie, il y a un tiers du programme qui évolue, qui évoque les rapports entre terre et mer. Donc les échanges géographiques entre terre et mer, les ports, les échanges, etc. Et je dis à l'éditeur, il y a un problème.
il y a un problème, il y a un oubli majeur. Parce que la leçon générale de ce chapitre, c'est de dire la moitié de l'humanité vit sur les côtes. C'est ça la grande leçon qu'il faut retenir. Je dis, mais pourquoi la moitié de l'humanité vit sur les côtes? Est-ce que c'est pour bronzer? Non. Autrefois, l'humanité vivait principalement à l'intérieur des terres, parce que les gens étaient agriculteurs, chasseurs, cultivateurs. Depuis quand l'humanité est majoritairement sur les côtes? Depuis la colonisation, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle. Il y a eu la traite négrière, on a construit des villes portuaires. Si vous regardez toute la côte est des États-Unis, la côte est de l'Amérique latine, sur la côte ouest de l'Afrique, la côte ouest de l'Europe, la côte est de l'Asie du Sud-Est, toutes ces villes très importantes, qui sont plus de la moitié de l'humanité, sont des villes qui ont été construites pour les besoins de la colonisation et qui se sont développées ensuite. Donc il y a eu un transfert de la population à partir du XVIe siècle, de l'intérieur des terres vers les côtes. Et d'ailleurs, si vous regardez l'humanité et la planète Terre depuis l'espace, vous verrez tout ce qui brille le soir, c'est les côtes. Et ça, c'est depuis le XVIe siècle. Alors, on n'est pas obligé d'en faire des tonnes et des tonnes, mais vous ne pouvez pas faire un chapitre de géographie en disant l'humanité à 50% vit sur les côtes, sans expliquer pourquoi. C'est pas pour bronzer. C'est lié à la colonisation. Eh bien, vous voyez, on a discuté avec les éditeurs en leur donnant des éléments concrets. Au début, ils me voyaient arriver, ils disaient, Georges Stein, c'est un idéologue, c'est le grand méfions-nous, ils veulent nous dire comment il faut penser. Et puis, ils étaient surpris, ils se disent, mais en fait, ils nous apprennent notre métier. Ce qu'ils disent, mais c'est le programme. C'est pas autre chose. C'est le programme même. En fait, ils sont plus légitimistes que nous. Donc nous devons respecter le programme parce qu'effectivement, ce que nous disons, souvent c'est très incomplet, c'est même carrément faux. Et donc, tous ces manuels ont été révisés en intégrant des éléments de toute cette histoire, aussi sur la question du genre, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais on a également travaillé là-dessus, etc. Et donc, il y a quand même des choses qui ont déjà évolué, je vous rassure, les manuels progressent, on n'est plus du tout dans nos ancêtres les Gaulois, même s'il y a certains qui veulent y revenir apparemment. Donc, je n'attends pas 20 ans, si vous voulez, pour avoir des résultats. Déjà, les manuels d'aujourd'hui ne sont plus avec ces éditeurs, hein, mais dans les éditeurs, il y a Bordas, Magnard, Atti, enfin les grands éditeurs, ils ont énormément fait évoluer leur manuel. Et j'en veux pour preuve le commentaire qu'une association réactionnaire qui s'appelle, je crois, SOS Éducation avait dit il y a quelques années, ou il y a 6 mois ou il y a un an, c'est un scandale, les manuels ne sont plus comme avant, c'est dégueulasse, il y a eu des lobbies. Je me suis dit, ben voilà, tant mieux. Mais ils sont quand même puissants et influents. Ils sont virulents. Ils sont virulents. Ils ont des moyens que même la FCPE n'a pas. Oh non, non, je ne dirais pas ça. Oui, voilà. Voilà, nous arrivons au terme de ce débat. Il n'est pas interdit d'applaudir. Bon, les applaudissements veulent dire que ce débat vous a plu. Donc, on a eu plus de 100 questions. Oui, avant de passer le micro à Philippe, comme après chaque débat, nous vous invitons à nous suivre au restaurant, si toutefois ça vous dit. Nous allons dîner ce soir avec Georges Stein. Nous pouvons poursuivre le débat autour d'un bon repas. Avant de partir, on va vous donner la date de la prochaine conférence. Donc vite fait, ouais, on va prendre le micro. Oui, alors donc peut-être avant la prochaine conférence, le rituel habituel, n'oubliez pas de donner les questionnaires, le bulletin d'adhésion rempli, avec accompagné de ce qu'il faut. Et puis lisez attentivement l'appel à dons, parce que encore une fois, vous savez que l'Université populaire est indépendante, elle souhaite le rester. Le prochain débat, ce sera donc le 15 juin, donc avec Christian Berrier. Et là, ça sera sur le rôle de l'éducation populaire. Donc le thème, ce sera l'éducation populaire, tout simplement. Faire le point aussi sur ce qu'on fait, comment nous améliorer, comment monter des dispositifs les plus éclairants possibles et les plus participatifs possibles, en espérant que ce soir on a essayé un peu de le faire. Bonne soirée à tous.
Avant de quitter la salle, je tenais à vous remercier au nom de l'Amicale Afro-Antillaise Ardennaise qui exceptionnellement faisait partie de l'organisation de cette conférence. Merci beaucoup pour eux. Merci beaucoup. Oui, alors, j'ai oublié, à la librairie Rimbaud, vous pouvez commander une autre librairie, Esclavage et réparation de Louis-Georges Tin. Bon, on les avait commandés, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc si vous y allez demain, peut-être ils seront arrivés. Et puis, il y a quelques brochures pour ceux qui s'intéressent sur l'esclavage du travail forcé aux réparations.